C'est dommage en fait de se limiter à un plan de carrière, à essayer de se faire un fil directeur cloisonné, alors qu'il faut se rendre compte que déjà notre formation elle nous permet de nous adapter au milieu professionnel et d'avoir des évolutions ça serait dommage de s'en priver. Et qu'aussi, même dans l'entreprise, on n'est pas à l'abri d'un changement de direction qui fait complètement changer nos intérêts pour le travail et qu'en fait, c'est à vous de définir vos priorités. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. Si vous bloquez sur un plan de carrière, en gros, vous vous limitez dans vos possibilités et dans le plaisir que vous pouvez avoir à travailler. Donc moi, le conseil que j'ai, honnêtement, c'est de trouver un premier travail qui conviendra peut-être à 50% à sa volonté de ce qu'on avait par rapport à sa volonté initiale. Et en fonction de l'ambiance de l'équipe, en fonction des missions qui seront confiées, on va peut-être être surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et bah voilà, et c'est ça qui fera qu'on se dira au bout de 6 mois, bah en fait, je n'aurais jamais pensé bosser dans une entreprise qui faisait du pétrole, mais au final, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et à l'inverse, on peut se dire, bah en fait, je bossais dans le photovoltaïque, je voulais faire du développement durable et je me rends compte qu'en fait, c'est que du greenwashing et que ça me plaît pas du tout. Donc il y a vraiment une nécessité de se remettre en question en permanence et de se dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce qu'il faut que je reste ici ou pas? Et il faut pas hésiter à changer. Enfin, tout ce qui est j'ai jamais regretté un changement de poste. Et voilà, de toute façon, il faut s'adapter, hein. Il faut juste savoir passer le cap, quoi. Les seules fois où j'ai eu affaire à ce type de questions, en fait, je suis capable d'expliquer mon parcours assez sereinement. Pourquoi est-ce que j'ai changé de mission? Pourquoi est-ce que j'ai changé d'entreprise à tel moment? Et en général, ça pose pas vraiment de soucis, quoi. Euh, Après, si les gens, enfin, je pense que les entreprises ont maintenant compris que un ingénieur ou une ingénieure va pas rester dans sa boîte pendant 10 ans. Et si c'est le cas et que c'est pas votre culture, bah, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la bonne boîte, quoi. Sachant que vous avez été diplômé voilà, en 2008-2009, donc vers la crise des subprimes. Est-ce que vos premiers emplois en sortie d'école, est-ce que pour vos premiers emplois en sortie d'école, vous avez dû baisser vos exigences et critères? Est-ce que vous avez dû choisir un secteur qui ne vous plaît pas ou un type de poste qui ne vous plaît pas? Et voilà, si vous voulez rebondir là-dessus, je vous laisse répondre. Bah, moi, je veux bien commencer si vous voulez. Oui, clairement. Surtout que nous, on est sorti pendant la crise 2009. J'ai fait un gros trait sur la région sur laquelle je voulais vivre parce que je suis parti dans le nord-est alors que c'était pas du tout une région qui m'attirait. Mais voilà, il me fallait un premier boulot. Et voilà, après, il faut se dire que même des contraintes, ça peut devenir des opportunités. Et au final, ça a modelé tout mon parcours professionnel. Et que même si au début, ça paraît être une contrainte et que c'est pas agréable, ça permet de monter son réseau, de faire des connaissances, de rencontrer des gens, de gagner en professionnalisme. Il faut se dire aussi que si c'est un poste qui est pas forcément attirant, c'est aussi un poste qui est pas très demandé et du coup qui va vous donner des compétences qui sont sans doute recherchées ailleurs et qui vous seront peut-être aussi un tremplin pour plus tard, quoi. Voilà, donc moi oui, au niveau salaire en plus, enfin tout le total. Faut savoir que l'environnement en 2009, vu que c'était la crise, c'était pas le secteur sur lequel il y avait les gros investissements et c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc oui, faut faire des compromis, mais il faut savoir que les compromis sont temporaires et que des fois ça peut servir à des tremplins. Souvent, on a affaire au syndrome de l'imposteur qui bloque souvent les gens. Souvent, c'est ah, mais non, mais je suis pas si bon que ça, etc. Mais ça, c'est du pipeau, ça. Si vous êtes ingénieur, c'est que vous êtes capable. Voilà. Donc, listez un maximum de choses. Voilà. Tout, tout ce qui vous plaît, tout ce dans quoi vous êtes bon, etc. Et puis, en parallèle, c'est que veut le marché. Et ça, pour savoir ce que veut le marché, c'est les rencontres. C'est aller à la rencontre des gens. Voilà. Et ça, c'est super important. Donc, il y a les rencontres, et puis après, bien sûr, il y a l'APEC, etc., voire les annonces. Mais c'est les annonces, c'est 30, 40, 50% du marché. Le reste, c'est le marché dit caché.
Et pour ça, le mieux, c'est les rencontres. Voilà. Donc le top du top, c'est lister à gauche ce que vous savez faire, ce dans quoi vous êtes bon, etc. Et à droite, ben, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais rencontrer, qui est-ce que je vais rencontrer. Et comme disent les Américains, c'est pas ce que tu connais qui est important, c'est qui tu connais. Voilà. Donc c'est hyper important donc, voilà, de rencontrer un maximum de gens, de se sortir de l'école, sortir de Jarlard, sortir voilà, de son environnement d'école, et puis d'aller rencontrer un maximum de gens, voilà, pour discuter comme on fait là. Voilà. Si on peut résumer, je reviens à toi, à Paul après. Ça serait un peu le script dans Mission Cléopâtre. La vie, c'est d'abord des rencontres. Donc je résume ça de manière un peu ironique et drôle, mais ouais, savoir ce qu'on veut pas faire et parler avec un maximum de gens pour se créer des opportunités, c'est ce que tu as Ouais, fait. provoquer la chance, quoi. Ça Exact. se provoque, c'est pas quelque chose ça vient pas tout seul, mais c'est plus on va être ouvert aussi aux opportunités, plus ça va se présenter d'une façon ou d'une autre, quoi. Faites confiance à la vie. Paul, tu voulais dire quelque Oui, chose? oui, un exemple concret. Effectivement, je suis d'accord avec Stéphane. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Ça, c'est hyper important. On se le dit souvent. Et donc, quand j'étais au CPIE, je commençais à tourner un peu en rond là dans l'association de protection de l'environnement. J'avais le projet bière qui arrivait. Je savais pas trop prendre une décision parce que voilà, il y a les enfants, il y a la maison, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie, comme le disait aussi Mathieu tout à l'heure. Et moi, j'ai un gros problème, c'est de prendre des décisions. C'est très dur pour moi. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et du coup, il y a un outil qui existe aujourd'hui, qui j'espère existera encore prochainement, mais ça, c'est pas sûr. Ça s'appelle le bilan de compétences. Et d'ailleurs, vous pouvez l'avoir même gratuitement, parce que tous les ans, vous allez, si vous travaillez un peu, mettre de l'argent entre guillemets de côté pour avoir des formations. Et le bilan de compétences, moi, je l'ai eu de manière complètement gratuite, enfin financé par mon fonds de formation. Et en fait, durant mon temps de travail, j'ai pu suivre pendant une vingtaine d'heures une sorte de psychologue du travail qui va nous aider à savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut faire, pourquoi on va bien, pourquoi on va pas bien. C'est une sorte voilà, de psychologie pendant une vingtaine d'heures. On va faire des tests psycho, on va beaucoup écrire. Enfin, moi, j'aime beaucoup écrire, donc du coup, j'ai beaucoup rédigé de choses. Et ça m'a permis vraiment de comprendre ce que je voulais faire au fond de moi, ce qui me plaisait pas dans mon boulot actuel, ce qui me plaisait. Où est-ce que j'en étais de mon projet autour de la bière artisanale, qu'est-ce qui me plaisait là-dedans, qu'est-ce qui me plaisait pas, qu'est-ce qui me faisait peur, qui j'étais au fond de moi et pourquoi j'avançais pas sur ce projet-là. Enfin voilà, plein de choses qui m'ont permis vraiment d'avancer, de passer le pas de la création d'entreprise. Voilà, je pense que sans ce bilan de compétences, je ne l'aurais pas fait. Et c'est durant mon bilan de compétences, justement, au bout d'une quinzaine d'heures, que j'ai déposé mes statuts pour créer ma boîte. Voilà. Ouais, je reviens à toi, Stéphane, juste après, pour donner un peu un point de vue de quelqu'un qui est sorti d'école il n'y a pas longtemps. Exactement ce que vient de dire Olivier. On reste dans notre stature d'élève. On n'a pas forcément confiance en nous. Mais en fait, non. On a 23 ans, 24 ans, 25 ans. On est des adultes. On est censé, on sait raisonner. Il faut prendre confiance en soi, aller voir les gens avec respect, leur parler, les questionner. Si vous questionnez les gens, si vous vous intéressez à eux, eux, ils voudront vous parler parce que euh, j'ai envie de dire, ils ont un ego et ils sont contents qu'on s'intéresse à eux. Mais c'est vrai, si on pose des questions sincères, on aura des réponses et ça nous aidera et ça commencera à créer un réseau. Stéphane, pour compléter, puisque je t'ai suivi justement fondamentalement sur les MZAI. Non, c'est que par contre, moi là, je vais donner plutôt le regard du recruteur, parce que je recrute quand même, enfin, plus maintenant, parce que depuis 6 mois, on a un peu fermé les écoutilles, mais je recrute beaucoup de jeunes sortis d'école. Et c'est vrai que pour le savoir-être, généralement parlant, on fait confiance et puis tu vois assez vite. Le savoir-faire, tu essayes de voir, d'évaluer si les gens ont les bons réflexes de réflexion et cherchent à comprendre. Euh, euh, le savoir, quand je prends quelqu'un en sortie d'école, je le touche quasiment pas parce que je sais qu'ils n'auront pas niveau dans tous les cas.
Je sais qu'ils seront certainement pas au niveau de mes clients sur leur projet ou sur leurs problèmes, parce que moi, tu l'as pas, quoi. En sortant d'école, les gens, ils ont des années d'expérience de plus que toi. Donc, de toute façon, tu peux pas te battre sur ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que savoir parler de quelque chose, alors c'est pas forcément associatif, hein, je suis d'accord. Je veux dire, si la personne, elle adore la photo, si elle a été pilote pro, si elle a été, enfin, j'en sais rien, j'essaye de trouver toutes sortes d'activités si elle fait de la bière en école, enfin, si elle a un projet dont elle peut me parler, sur lequel elle peut me prouver qu'elle a essayé de travailler quelque chose, de construire quelque chose, qu'elle a appris quelque chose, moi, ça me va bien, quoi. Ça aide beaucoup quand même au recrutement. C'est pas la ligne du président du BDE, mais c'est la façon dont tu peux parler de ce que ça t'a apporté, ce que tu y as apporté, etc., qui va compter. Voilà, c'est pour compléter. Par contre, qu'il y ait la ligne, ça m'aide à lancer la conversation. Ça, c'est sûr. Quelque chose à rajouter peut-être là-dessus, Paul, Mathieu ou Olivier, sur cet aspect, euh, une ligne dans un CV et raconter une histoire par rapport à cette ligne de CV qui peut apporter énormément? De mon côté, oui, ça sert. Alors, ça sert en carrière professionnelle parce que du coup, les activités extra-professionnelles, bah, du coup, je suis pompier, j'ai fait de l'associatif à droite à gauche. Et c'est autre chose, c'est la complémentarité des fois des différentes visions qu'on peut avoir au niveau de la sécurité, au niveau de l'environnement, au niveau de plein de choses. Des fois, d'avoir des activités à côté, quand on monte un projet, ça nous apporte aussi un petit plus qui fait qu'on va pas concevoir notre projet de la même façon parce qu'on a une autre vision ou quelque chose en plus. Honnêtement, sortie d'école, oui, c'est quand même important. Enfin, je vois les CV des jeunes diplômés quand en ce moment on a un alternant dans mon service, leurs CV ils sont légers. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir deux, trois lignes en plus sur lesquelles on peut échanger parce que en dehors de la formation, enfin, vous êtes jeune, vous avez, voilà, enfin, c'est normal. Il y a pas mal de côtés novices qui peuvent être complétés et c'est vraiment l'aspect, ouais, de savoir parler d'autres choses, de savoir développer, qu'on a monté un projet, qu'on a déjà échangé, qu'on est ouvert d'esprit. C'est des qualités qui sont très appréciées en entreprise. Enfin, tous les points positifs que vous pourrez apporter, prouver que vous avez voilà, des facilités de créer des liens, de réfléchir et tout. Ça sera toujours bénéfique. Après, il faut pas se forcer. Si on n'a pas envie de faire d'associatif, de toute façon, ça sert à rien de se monter une association pour essayer de prouver ses valeurs alors qu'on n'a pas envie. Vous arriverez très bien aussi à trouver du travail sans avoir fait de la sauce, mais voilà, vous serez sans doute pas dans le même secteur ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent impacter. Mais voilà, faut pas se forcer. Une chose à rajouter, c'est dans le CV, n'hésitez pas à en rajouter. Je suis super content d'entendre ces retours d'expérience. N'hésitez pas à dire vraiment en qualitatif ou en quantitatif ce pourquoi vous êtes bon en fait. Si vous êtes bon en violon, musique de chambre, je sais pas, je dis n'importe quoi, ben allez-y, dites-le. Si vous êtes bon pour la photo, allez-y, dites-le. Si vous êtes bon pour la bière, allez-y, dites-le. Enfin voilà, c'est bon pour le recruteur. En fait, on fait ça surtout en France. Aux États-Unis, c'est pas autorisé, mais en France, c'est autorisé et c'est même bien. Voilà, c'est même bien vu. Donc, n'hésitez pas à mettre du qualitatif et ou du quantitatif. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, je mettais à une époque, je faisais de la course à pied. C'est pas du tout moi. Moi, je fais des débats philo. Je m'en fous de la course à pied. Donc, j'ai enlevé la course à pied à un moment donné. Voilà, donc je disais, je faisais de genre 5 km par semaine, ce qui est rien comparé à des gens qui font vraiment des marathons, des choses comme ça, ou vraiment de la course tous les jours. En fait, ce qui m'intéressait, c'était les débats philo, donc j'ai mis débats philosophiques, voilà, une fois par semaine, etc. Voilà. C'est pour vous donner une idée de... En fait, un recruteur, il s'en fout de savoir, un bon recruteur, il s'en fout de savoir si c'est le violon, ou si c'est la course à pied, ou si c'est ça qui vous intéresse, ou autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qui vous êtes, toujours pareil. C'est comment vous allez parler du projet, qu'est-ce qui vous attire en fait dans ce projet, donc comment vous investissez, comment vous avez réussi, etc. Il y a quelque chose que j'ai pas envie de le faire. Je le fais pas. Aujourd'hui, voilà, je voulais venir présenter mon truc auprès des élèves de l'école. Bah, j'ai pu le faire et arrêter mon boulot. Et ça, je pouvais pas me le permettre avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et ça, pour moi, c'est vraiment plus important que d'imaginer un plan de carrière.